Juste pour me présenter, donc je m'appelle Karine, moi j'ai 38 ans. Ça fait 2 ans que je suis directrice RSE pour le groupe Olivier Bertrand. Avant, j'ai un passé, donc moi j'avais fait une école de commerce après mon bac et puis j'ai fait du marketing pendant de nombreuses années, donc marketing et communication pour la restauration, restauration collective chez Compass et restauration commerciale chez groupe Bertrand. J'ai fait du développement de franchise à l'international. Je me suis occupée de développer la marque Angelina, qui sont des salons de thé, pâtisserie. On a ouvert des points de vente en Asie et au Moyen-Orient. Et effectivement, depuis 2 ans, pour le groupe Bertrand, toujours en charge des problématiques RSE, qui sont tout ce qui est autour de l'environnement, des problématiques sociales et sociétales de l'entreprise. Alors, c'est arrivé au fur et à mesure de ma carrière, hein. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par du marketing, puis du développement international. Et en fait, à titre personnel, moi, j'étais convaincue des enjeux RSE ou des enjeux environnementaux, sociaux auxquels le monde fait face et doit faire face de manière rapide les prochaines années pour continuer à prospérer. Donc, à titre personnel, j'étais assez engagée. Et en fait, ce poste n'existait pas au sein du groupe jusqu'il y a 2 ans. Donc, c'était une création de poste. Moi, je connaissais le groupe depuis quelques années maintenant. Donc, je connaissais ses avantages, ses inconvénients, mais aussi ses possibilités. Et donc, j'ai indiqué que j'étais intéressée. Et c'est l'avantage de ce groupe, c'est que, voilà, à partir du moment où vous avez fait vos preuves, qu'ils ont confiance, presque tout est possible en termes de changement de carrière, en termes d'évolution. Puisque je n'avais pas forcément un diplôme RSE. Et pour autant, ils m'ont donné ma chance parce qu'on a la chance de se connaître depuis quelques années et ils m'ont fait confiance sur la possibilité de relever ce poste. Et je pense qu'en tant que restaurateur, qu'on soit indépendant, étoilé, chaîné, bref, quel que soit le secteur, si vous ne prenez pas en compte aujourd'hui ces enjeux environnementaux et sociaux, je pense que vous perdrez à terme des clients. Parce que les gens aujourd'hui qui rentrent dans un restaurant, ils ont envie évidemment de passer un bon moment, de bien manger, c'est la priorité, mais ils ont envie de savoir d'où ça vient, ce qu'ils mangent. Est-ce que c'était en France, est-ce que c'était pas en France, comment ça a poussé, la viande a été élevée. Et en fait, de plus en plus sur les réseaux sociaux, vous allez rapidement être taxé de pollueur ou diverses choses si vous ne répondez pas à ces enjeux. Donc nous, on avait un train de retard en tant que groupe par rapport, par exemple, aux groupes hôteliers qui sont plus en avance sur ces enjeux RSE que la restauration. Mais voilà, on avait la volonté et la possibilité d'avancer vite sur des enjeux. En fait, nous, on a défini 3 priorités. On ne va pas devenir parfait du jour au lendemain, mais on essaye de tous les jours faire mieux que ce qu'on faisait hier. Donc, ça passe par une cuisine de qualité, une approche auprès de nos collaborateurs et de la préservation des ressources. En fait, on ne pourra pas, s'il n'y a plus demain de ressources, on ne pourra plus avoir de restaurant. Et il y avait un Américain qui a dit qu'il n'y a pas de business sur une planète morte. Donc en fait, si on ne fait pas attention à la fois à titre individuel et collectif aux ressources qui nous entourent, un jour, il n'y en aura plus assez pour tout le monde. Et donc, ce sera peut-être plus rentable d'avoir un restaurant ou tout simplement, on n'aura plus du tout accès à certains produits. Donc, on a une responsabilité individuelle et collective pour essayer de préserver ces ressources. Et vous avez, en tant que jeune, un énorme rôle à jouer en tant que prescripteur des marques dans votre quotidien, mais aussi en tant que futur collaborateur d'un groupe pour essayer de faire pousser ces enjeux. Évidemment, une entreprise doit rester rentable parce que sinon, elle ne peut pas payer ses collaborateurs, donc elle ne pourra pas vous payer. Donc, il faut que son business soit rentable, mais il faut que son business soit durable parce que ça ne sert à rien d'embaucher des collaborateurs si c'est pour devoir les licencier dans plusieurs années. Et donc, vous avez un rôle à jouer pour faire bouger les lignes sur des pratiques qui peuvent exister. Parfois, les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais je le vois depuis 2 ans que j'ai ce poste, les choses bougent et les choses bougent grâce aux jeunes
et grâce à vous, parce que vous remettez en question des habitudes établies depuis longtemps, et on a vraiment besoin de vous sur ces sujets dans les prochaines années. Donc sur ces priorités, on s'est fixé des objectifs, et pour vous illustrer un peu plus concrètement à quoi ça correspond, par exemple sur les achats. Alors, c'est pas facile quand on est en groupe, hein, un groupe comme de la taille de notre groupe actuellement, parce qu'on a, on a plus de 5000 références produits, on a des achats qui sont pas les mêmes sur une enseigne comme Hippopotamus ou sur la brasserie Lip à Saint-Germain-des-Prés. Évidemment, on n'achète pas la même viande, parce qu'il y a une notion de coût, de prix. Mais pour autant, il faut se fixer des objectifs. Donc, le premier, c'est le respect de la saisonnalité. Ça paraît un peu bête, mais on avait dérivé. Donc, sur nos cartes automne-hiver, il y avait de temps en temps, il y avait des tomates, il y avait des haricots verts frais, il y avait des aubergines, des ratatouilles. Donc c'est revenir à des choses que la nature nous donne en temps, au moment où ça pousse. Hein. Donc, il faut respecter les saisons. Donc là, sur nos cartes automne-hiver, bon, malheureusement, on est fermé actuellement, mais vous ne trouverez plus de tomates, vous ne trouverez plus d'haricots verts, vous ne trouverez plus de produits hors saison. 100% d'œufs plein air, pareil, ça paraît une évidence, sauf qu'on a créé tous un système qui fait qu'aujourd'hui, des éleveurs ont eu le droit et ont été incités à monter des élevages de poules en batterie. Donc aujourd'hui, nous, on a souhaité en sortir, et donc on a maintenant 100% de nos œufs, que ce soit liquides ou solides, qui sont plein air dans l'ensemble de nos restaurants. On a aussi fait le choix d'avoir 0 huile de palme dans notre huile de friture, parce que l'huile de palme, elle n'est pas mauvaise pour la santé, hein, elle est mauvaise pour l'environnement, puisqu'elle crée de la déforestation dans certaines zones du monde. On donne la priorité aux produits français. Pareil, ça paraît une évidence, mais parfois, ce n'est pas si simple avec les volumes qu'on peut avoir sur la pomme de terre, sur le poulet, de trouver des volumes adéquats en France. Mais c'est possible. Et c'est parfois un petit peu plus cher, mais voilà, c'est aussi notre responsabilité de faire vivre les agriculteurs français. Bio, donc c'est bien si c'est un produit bio français qui pousse pendant la saison du produit. Si ce sont des asperges que vous achetez en février et qui viennent du Pérou, mais qui sont bio, c'est vrai que ça a beaucoup moins d'intérêt d'avoir du bio. Donc le bio c'est bien, mais il faut pas en faire un sacerdoce, quoi. Il y a aussi des bons labels comme le label rouge, le label MSC pour la pêche durable, AOP, AOC. Et ça, en fait, il faut le valoriser. Si vous achetez demain ces produits, il faut le dire à votre client. Et parce que c'est un gage de qualité gustative ou de qualité environnementale. Et c'est une valeur ajoutée par rapport à d'autres restaurants. Sur les vins aussi, maintenant, il y a de plus en plus de vins bio, de vins en biodynamie nature. Pareil, il faut l'indiquer, il faut faire vivre ces vignerons qui font du bon boulot. Et sur la pêche, nous, on s'est fait aider par une ONG qui s'appelle Éthique Océan, qui nous a aidés à analyser sur une brasserie qu'on a dans le 17e qui s'appelle la Lorraine, qui vend beaucoup de fruits de mer et de poissons. Et elle a audité notre carte. Donc, on lui a donné notre carte, on lui a donné nos fournisseurs et les produits qu'on achetait. Elle nous a dit, vous avez 70% de vos achats de pêche qui sont considérés comme durables. Donc, c'est des espèces qui ne sont pas en danger. C'est des espèces qui sont pêchées dans une bonne zone de pêche, et donc elles peuvent être considérées comme durables sans avoir un label pour autant. Par contre, il y a 30%, il faudrait améliorer. Et donc là, on construit un plan progressif. On ne change pas tout du jour au lendemain parce que parfois, ça a des incidences budgétaires ou de volume, mais on essaye d'améliorer tous les jours nos appros pour qu'ils soient 100% durables. On travaille avec une autre ONG sur le bien-être animal qui s'appelle CIWF. On va être confronté de plus en plus en tant que restaurateur à l'attaque de certaines ONG que vous pouvez connaître comme L214, qui font des reportages dans des abattoirs ou des entrepôts, effectivement, qui montrent une détresse animale. Ça existe, donc il ne faut pas l'écarter. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut plus jamais manger de viande. La viande, il faut en manger moins, mais mieux. Donc, si les élevages... si ça vient d'un élevage bovin français qui respecte juste le bien-être animal normal et qui transporte jusqu'à l'abattoir en moins de 8 heures et que la bête est abattue en ayant été assommée, ça c'est un principe qui respecte quand même le bien-être animal et on peut manger de la viande. Mais c'est important de prendre en considération l'existence de ces ONG parce qu'elles prennent de plus en plus de poids sur les réseaux sociaux et elles peuvent rapidement détruire une réputation d'un restaurant ou d'une marque ou d'une entreprise. Parce qu'on aura peut-être
pas poser des questions à nos fournisseurs sur ces enjeux. Donc, c'est important. En fait, je dis souvent à nos équipes, à nos acheteurs à qui on demande de respecter un certain rapport qualité-prix, en fait, c'est d'avoir l'information. C'est-à-dire que si on sait que le poisson vient d'une zone où il n'est pas bien pêché, bah, on le sait. Mais au moins, on a l'information et on décide en toute connaissance de cause. Quand vous achetez un produit, évidemment, vous regardez le prix. Il faut savoir d'où il vient et comment il a été poussé. À partir du moment où vous, même en tant que citoyen, vous le savez, vous pouvez l'acheter. Après, c'est vous et votre rapport à cet achat. Mais au moins, vous avez toutes les informations pour acheter correctement un produit. Si on achète un produit uniquement basé sur du prix, on loupe toute une partie quand même de l'histoire. Ça, c'était pour vous illustrer un exemple concret des enjeux qu'on a. Et un autre exemple très concret, c'est le gaspillage alimentaire. Alors, en tant que restaurateur, on n'est pas les plus gros gaspilleurs, hein. Les plus gros gaspilleurs, ça reste les ménages chez eux, donc vous, moi, chez nous, qui jetons de la nourriture encore comestible. Et ça reste aussi les grandes surfaces. Malgré tout, on jette quand même de la nourriture tous les jours. Nous, on jette en moyenne 13 kilos. Dans chacun de nos restaurants, tous les jours, on jette 13 kilos de nourriture. Retour assiette des clients qui n'ont pas fini leur assiette pour plein de raisons. Et un petit peu de nourriture, des erreurs de cuisson en cuisine ou des épluchures, des choses comme ça. Donc, c'est pareil, on ne va pas arriver à 0 kg de nourriture jetée, c'est compliqué. En revanche, il faut essayer de tout faire pour arriver au chiffre le plus faible. Et je vous donne un exemple. En fait, on a observé dans certains de nos restaurants sur plusieurs services qu'est-ce qu'on jetait et en quelle quantité. Donc, on avait des bassines et on mettait d'un côté les frites, de l'autre la viande, de l'autre le poisson. Donc déjà, ça fait un électrochoc, hein. Quand vous ouvrez la poubelle noire et que vous regardez ce que vous jetez avant de le jeter, naturellement, vous vous dites « mince, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire ?» Et ensuite, sur une brasserie toujours comme la Lorraine, place des Ternes, le premier élément qui finissait à la poubelle, et de très loin, c'est le citron. Le citron parce qu'il venait décorer nos bancs de fruits de mer et parce qu'il venait sur nos plateaux de fruits de mer pour le client. Et en fait, souvent, le client, il fait un petit pchit et puis voire pas, et puis après, c'est jeté. Et donc, en fait, il y avait un enjeu économique puisque sur la Lorraine, on achetait 45 000 € de citron par an. Et donc, au lieu de les couper en deux, on les a coupés en 4. Alors, c'est vraiment bête, hein, mais sauf que déjà, on divise notre facture d'achat par 2, on divise notre gaspillage alimentaire par 2, et pour autant, on ne frustre pas le client, parce que déjà, s'il en veut plus, on lui en donne, et qu'ensuite, il a quand même du citron à disposition. Donc, en fait, c'est ça, par exemple. Parfois, c'est se reposer des questions sur des habitudes qu'on a fait depuis très longtemps, et se dire, non mais attends, c'est quand même idiot, on fait pousser un citron, on le transporte, on le découpe, on le présente et puis en fait on le jette. Donc c'est un non-sens environnemental, et c'est un non-sens économique et c'est un non-sens éthique, puisqu'évidemment il y a des personnes qui ont du mal à manger tous les jours. Donc voilà, parfois ça passait par des choses aussi concrètes que ça. Et derrière, on a fait des partenariats avec Too Good To Go, une application que vous devez connaître qui permet de vendre à moins 70% des produits au lieu de les jeter. Donc ça vient couvrir votre food cost. On a mis en place le doggy bag dans tous nos restaurants sur demande du client. On a fait des partenariats avec des associations pour donner quand on pouvait, c'est pas toujours simple, des produits. Et on a fait des formations en ligne pour nos collaborateurs sur le gaspillage alimentaire. Et en fait, vous, en tant que futur restaurateur, souvent on vous dit c'est important de mesurer le taux de perte, évidemment, parce qu'il faut réduire ce taux de perte pour être plus performant d'un point de vue économique. Mais en fait, si vous parlez à vos futurs collaborateurs de gaspillage alimentaire, au lieu de parler de taux de perte, vous verrez que tout de suite, ce sera beaucoup plus efficace. Et pour finir, je voulais juste mettre l'accent sur les déchets. Il y a des obligations légales depuis 2016 dans la restauration. Elles ne sont pas toujours respectées parce que ce n'est pas toujours facile et ça coûte cher de faire le tri des déchets. Mais pour autant, il faut respecter cette loi. Et ensuite, il faut trier les déchets pour qu'ils soient revalorisés derrière. Dans un restaurant, les déchets principaux, et vous le savez, c'est la nourriture, ensuite les cartons, parce que quand on reçoit les livraisons, on a beaucoup trop de cartons, et le verre. Donc au moins sur ces flux, il faut faire le tri. Et nous, le tri des déchets organiques, il y a 80% de nos restaurants maintenant qui le font. Ceux qui ne le font pas encore, c'est parce que soit ils sont dans des centres commerciaux, et là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du centre commercial, soit ils sont dans des zones en France où il n'y a pas encore de prestataires de déchets organiques
Voilà. Dans l'Est, par exemple, il y a encore très peu, dans le Sud-Est, pardon, encore très peu de prestataires qui sont capables de récolter, puis surtout de transformer les déchets organiques. La nourriture, elle est transformée en quoi, hein, vous le savez sûrement, mais elle est transformée en biogaz, en bioélectricité ou en compost, selon les prestataires et selon les régions. Ça apporte plusieurs choses. Ça apporte de la valeur pour nos propres collaborateurs et pour nos futurs collaborateurs. Aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, quand on recrute des jeunes, alors au siège, mais aussi dans nos restaurants, de plus en plus, ils nous posent la question, ils nous disent qu'est-ce que vous faites pour la planète, qu'est-ce que vous faites pour les autres, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc ça apporte aux collaborateurs existants. Je vous donne un exemple. On était censé, bon, cette année, elle a perturbé un petit peu les choses, vous le savez, mais on était censé mettre un partenariat en place avec Gymlib pour 100% de nos collaborateurs. Gymlib, c'est quoi? C'est un prestataire qui vous met, c'est un peu comme une mutuelle, mais sur le sport. Donc, en tant qu'individu, ça vous donne accès pour 15 € par mois à beaucoup de salles dans toute la France, autant de fois que vous voulez. Et moi, en tant qu'employeur, je paye aussi une partie. Donc, ça vous donne accès à un abonnement sportif à moindre coût dans plusieurs salles en France et pas uniquement une salle. Donc, derrière, il y a les réseaux comme l'Orange Bleu, Basic Fit. Enfin, il y a plein de réseaux qui sont attachés derrière. Et ben ça, pour moi, c'est un enjeu d'un employeur de faciliter l'accès au sport de ses collaborateurs, d'autant plus dans nos métiers qui sont des métiers physiques. Et si à côté, voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour que votre corps tienne le coup sur plusieurs années. Donc, c'est aussi un enjeu de l'employeur. Donc, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Ça apporte de la fidélité, enfin, au niveau du recrutement, au niveau de la fidélisation des collaborateurs, ça donne du sens à ce qu'on fait. Je ne dis pas que tous les jours, ça donne du sens, mais ça donne du sens. Et ensuite, ça améliore, enfin, ça réduit les impacts négatifs qu'on peut avoir sur la société à tout niveau. C'est important d'essayer de les réduire. On ne peut pas les annuler, mais de les réduire à leur maximum, ces impacts négatifs. Alors, ça va dépendre des entreprises, de la taille, des enjeux, de la maturité aussi de ces sujets, parce que nous, on démarre. Pour autant, je suis toute seule pour le moment à ce poste, donc à un moment, ça ne sert à rien de me donner, entre guillemets, trop de budget puisque je n'aurai pas le temps de le dépenser. Et puis, il faut un budget utile. Mais je vais vous le donner. Moi, à l'année, j'ai à peu près 130 000 €. D'accord. Et ensuite, les déchets, le tri des déchets pour un restaurant, ça lui coûte à peu près 0,20% de son chiffre d'affaires. De mettre en place le tri des déchets parce que c'est payant. Vous devez payer les prestataires qui viennent récolter les déchets chez vous et qui les transforment. C'est à peu près 0,20% du chiffre d'affaires d'un restaurant. Il y a un coût, la RSE, elle a un coût, mais elle apporte des choses. Alors, elle apporte, comme je disais, des choses qui ne sont pas mesurables, comme la valeur pour les collaborateurs, le sens, le respect de l'environnement. Donc, ça ne se mesure pas toujours. Mais parfois, elle apporte aussi des économies très concrètes. Je vous l'ai montré dans le gaspillage alimentaire. En fait, ça nous a fait faire des économies de répondre à cet enjeu. En termes de dépenses de gaz et électricité, c'est des choses qu'on ne regardait pas avant. On a mis en place un logiciel qui nous permet de mesurer en temps réel nos dépenses de gaz, électricité et eau. Et ça nous fait des sacrées économies à l'année puisque ça nous permet de les connaître et donc de mieux les optimiser. Donc, il y a aussi des moments où la RSE va venir, avec les équipes, elle va venir optimiser certaines dépenses existantes qui n'étaient pas forcément toujours regardées. Et effectivement, il y a de plus en plus de normes, de lois, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait, en tout cas en France, avancer les choses. Ça va dépendre des sujets, ça va dépendre pareil de la taille de votre entreprise, mais il y a maintenant il y a des normes sur les déchets, il y a des normes, la restauration collective, ils ont de plus en plus de choses imposées sur le bio, sur le local, qu'on n'a pas encore en restauration commerciale. En restauration rapide, il y a des lois là sur les plastiques à usage unique. Donc, ils n'ont plus le droit d'avoir aucun emballage plastique à usage unique. Ils ont l'obligation d'avoir des poubelles de tri dans 100% de leurs restaurants. Là, on avance avec le ministère qui est en train de nous sensibiliser au réemploi dans la livraison, puisque vous l'avez vu cette année, la livraison pour la restauration, elle s'est vachement développée. Et bon, quelque part, heureusement, tant mieux. Mais ça génère des déchets qu'on n'avait pas avant, puisque si vous faites livrer chez vous, vous avez vu qu'il y a un paquet d'emballages
qui ont une durée de vie d'à peu près 5 minutes et qui finissent à la poubelle. Donc le ministère souhaite nous sensibiliser, voire légiférer sur de la consigne. Donc ils réfléchissent aussi à supprimer ou en tout cas réduire les emballages de la livraison. Donc il y a des réflexions autour de la consigne qui naissent. Il y a des enjeux sur des enjeux sociaux, sur le taux de collaborateurs en situation de handicap qui est à 6%. Si vous êtes en dessous de 6%, vous payez des sortes d'amendes, j'ai envie de dire. Il y a des enjeux, voilà, donc ils sont divers et variés et en tout cas, ils se multiplient. Les plus grosses entreprises dans le monde, ce sont des sujets qu'ils abordent depuis quelques années maintenant, notamment les entreprises de grande consommation, les entreprises d'énergie, etc. La France est cependant assez en avance sur ces sujets, malgré tout, pas autant que des pays nordiques en Europe, mais elle arrive quand même pas très loin derrière eux. Et bien loin devant d'autres puissances internationales comme la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et clairement, elle a un rôle à jouer, je pense, et une valeur ajoutée sur ces enjeux, puisque je pense que ce sera vraiment les enjeux de demain. Et si on prend de l'avance, ce sera plutôt bénéfique. Pour vous donner un exemple concret, nos restaurants, vous le savez, ont fermé du jour au lendemain le 16 mars. Et là, on a eu 24 heures, c'était un peu plus. Et c'était pas évident parce qu'on a été surpris, que nos frigos étaient pleins, à craquer. Que donc le lendemain, nos collaborateurs pouvaient plus revenir sur site. Enfin, c'était compliqué. Donc, on a donné un peu rapidement à notre personnel tout ce qui était les produits ouverts, etc., les produits qu'on pouvait de toute façon pas donner. Et ensuite, on s'est mobilisés. Tous les directeurs et chefs se sont mobilisés très rapidement dès le lundi et voire jusqu'au mardi, c'est 16 et 17 mars de mémoire, pour qu'on puisse donner le maximum de choses aux associations. C'est pas simple parce qu'on avait un temps limité, parce qu'on avait beaucoup de produits. On a donné des kilos de bourriches d'huîtres, des kilos de foie gras, des kilos de Saint-Jacques, hein, mais c'est pas grave, c'était pas jeté, c'était donné. Mais donc il faut trouver l'association qui peut venir les prendre très rapidement, avec une logistique frais, qui peut les transformer. Et donc c'était pas simple, mais on a réussi à sauver, je dis pas 100%, mais on a réussi à sauver beaucoup de produits. Et c'était le cas encore là au mois d'octobre. Et ensuite, la deuxième étape, juste post-Covid, du premier confinement, en fait, dans un restaurant, vous le savez, les normes d'hygiène sont assez importantes. Et donc, on a beaucoup de charlottes, on a beaucoup de surchaussures, on a des blouses et on avait des masques, puisqu'on a des kits visiteurs. Parfois, on n'en a qu'une vingtaine par restaurant. Mais quand vous avez 400 restaurants, tout de suite, ça commence à faire. Et donc là, pareil, nos directeurs sont retournés dans leur restaurant vers mi-avril et on a donné l'ensemble de nos kits visiteurs aux EHPAD, aux mairies, aux pompiers qui étaient juste à proximité de chaque restaurant. Donc, c'est des petites choses, mais c'est aussi comme ça qu'on agit en tant qu'acteur local dans une société. Et là, donc ça, c'était des actions très concrètes, un peu RSE qu'on a pu faire. Une autre action très concrète avec une association qui s'appelle la Tablée des chefs. On a fait, pendant le premier confinement, on a réouvert un de nos restaurants. Et donc, au premier confinement, pendant 5 semaines, on a cuisiné, on a fabriqué 20 000 repas pour la précarité alimentaire, pour l'aide alimentaire. Donc, on a récupéré des produits qui nous étaient offerts, qui étaient livrés à la Lorraine. Pendant 2 jours par semaine, on les cuisinait. Donc, certains de nos chefs bénévoles venaient cuisiner et puis d'autres chefs de la Tablée des chefs. Et ensuite, les associations d'aide alimentaire venaient le soir récupérer les produits. Donc, ça a été 20 000 repas pendant le premier confinement. Alors moi, j'ai énormément de chance. Moi, j'ai un boulot déjà que j'adore, dans un groupe que j'adore. Et mon boulot, c'est d'essayer de faire mieux pour tout le monde. Alors, en toute humilité, à mon petit niveau, mais en fait, moi, mon boulot, c'est d'essayer qu'on fasse mieux les choses pour nos collaborateurs avec le service ressources humaines, qu'on fasse mieux les choses pour la planète, qu'on fasse mieux les choses pour les producteurs, en fait, qu'on se comporte mieux. Et donc, au final, au quotidien, je gère que du positif. Pas toujours le cas dans la restauration, parce que je sais que quand vous êtes sur le terrain,
Il y a des personnes qui viennent plus bosser, il y a une rupture de produits, il y a les problématiques sanitaires du moment. Enfin, il y a beaucoup de problèmes au quotidien dans un restaurant et c'est difficile de s'en détacher parfois. Et moi, pour le coup, depuis 2 ans, je ne gère pratiquement que des choses positives pour l'entreprise, comme j'ai dit, pour la planète et l'environnement. Donc, c'est hyper gratifiant et j'ai vraiment le sentiment d'avoir un travail qui a du sens. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, attention, hein, mais qui transforme l'entreprise. Les inconvénients, c'est que tout le monde n'a pas la même sensibilité que je peux avoir, que les enjeux business sont encore prioritaires, puisque évidemment, un restaurant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas rentable, ben, il va fermer. Hein. Donc, les enjeux financiers, les enjeux business sont encore prioritaires et il faut aussi qu'ils le soient. Et que donc, parfois, je suis face à des personnes, je suis face à un mur, en fait. Ils ne comprennent pas et ne voient pas comment ils peuvent agir dans leur travail. En fait, c'est des personnes qui sont dans leur quotidien citoyens. Par contre, quand ils passent les portes de l'entreprise, ils ne sont plus citoyens. Ils sont collaborateurs de quelque chose et ils exécutent leur travail. Voilà. Donc, ce n'est pas une critique, mais donc, je suis face à un mur et donc, c'est parfois difficile de convaincre ces personnes d'évoluer progressivement et de changer certaines choses.